Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci déjà à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci encore à tous ceux-là qui vont nous rejoindre, qui vont s'abonner dans la MAT officielle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Activez la cloche de la notification pour ne rien rater ici, car nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci de vous savoir reçus nombreux. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Bien-aimés, abonnez-vous. Nous vous demandons humblement de bien vouloir vous abonner. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne, pour que l'audience puisse encore monter. Vous comprenez? D'accord, donc partagez nos vidéos, mettez des j'aime et des cœurs et plein succès, que la paix soit au centre de vos entreprises. Tous ceux-là qui nous écrivent, tous ceux-là qui nous appellent de près ou de loin. Merci, merci pour vos soutiens, merci pour votre participation qui nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, nous allons partager dans le cadre du Breaking News, c'est-à-dire nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Mais nous allons encore taper sur la conscience de l'homme congolais. Nous allons encore réveiller la conscience d'un peuple. Nous allons encore poser un problème pour permettre à chacun de nous, bien sûr, de tirer sa propre conclusion. Vous comprenez? Et la trompette va sonner, la trompette va retentir dans le but de réveiller ceux qui dorment. Vous comprenez? Et même ceux qui sont enterrés, ils entendront la voix, le son de la trompette, et ils sortiront de leur tombeau. Vous comprenez? Pour agir, pour sauver la nation. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore parler. Parce qu'il y a un moment donné, bien-aimés, nous nous posons tant de questions. Il y a un moment donné, on se pose tant de questions. Et on se demande si le Congo a une direction. On se pose la question. Est-ce que le Congo a réellement une direction? Et autrement, nous allons dire où va le Congo? Où va le Congo à l'heure actuelle? Où va le Congo? Nous avons l'impression d'avoir en face de nous un pays fantôme, bien-aimé. Nous avons l'impression d'avoir une nation fantôme. Cela veut dire une nation qui n'existe pas en réalité. Il y a un espace qui porte le nom Congo. Mais cet espace-là n'est pas encore une nation. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'état de l'inconscience. Et on se demande si le Congo n'est pas un pays fantôme. Est-ce que le Congo existe en réalité? Est-ce que cette nation existe en réalité? Et si nous posons cette question, cela veut dire que nous nous adressons directement au peuple. Est-ce que ce peuple-là existe en réalité? Est-ce que nous n'avons pas en face de nous un peuple fantôme? Est-ce que le Congolais dans son ensemble, le peuple congolais dans l'ensemble, ne constitue pas un peuple fantôme? Parce que si c'est réellement un peuple qui existe, et vivant dans un État, dans une nation, bien aimé, nous devrions voir des réactions dignes d'un peuple ayant un État ou bien une nation. Mais ce qui se passe en RDC, c'est le contraire de toutes choses. C'est le contraire de toutes choses. Et ce que les Congolais doivent retenir, que
Vous n'êtes pas tombé au hasard au Congo. Mais le Congo qui vous a accueilli, où vous avez vu jour, où vous êtes né, c'est une nation que vos ancêtres vous ont légué cela. C'est que le Congolais doit comprendre que vous n'êtes pas tombé du ciel. Ou bien par hasard, vous vous êtes retrouvé au Congo. Parce qu'on se rend compte, l'inconscience de l'homme congolais atteint un niveau où le Congolais s'est dit peut-être il est tombé du ciel. Par hasard, il se retrouve au Congo. Parce qu'une personne par hasard se retrouve dans un endroit, il n'a pas conscience de prendre soin de cet endroit. Donc, comme si le Congolais a un autre pays. Donc, la RDC, c'est un pays de transition. Voilà. Donc, l'homme congolais se comporte comme si le Congo, c'est un pays de la transition pour lui. Et il a un autre pays quelque part. Il a un autre pays quelque part. Mais laissez-moi vous dire ouvertement que vous rêvez les yeux ouverts. Vous n'avez pas d'autre pays quelque part. Et il n'y a que le Congo. Et c'est une nation qui vous a été léguée. C'est un pays que vos ancêtres vous ont légué. Et au prix de leur vie. Donc, ça n'a pas été un cadeau facile. Non. C'est au prix du sang que vous avez le Congo comme étant un héritage. Et dans une nation où on trouve un peuple, la première des choses, il se distingue par sa prise de conscience. Un peuple se distingue. Un peuple ayant une nation, appartenant à un État, à une nation, se distingue par sa prise de conscience. Et l'homme congolais doit prendre conscience que le Congo, c'est un héritage qui lui a été légué par ses ancêtres. Par conséquent, il a intérêt de prendre soin de la RDC. Il a intérêt de prendre soin du Congo. Mais nous avons en face de nous un peuple déconnecté de toute réalité. Déjà déconnecté. Un peuple dont le cordon ombilical est coupé. Donc il n'y a rien qui peut relier l'homme congolais et sa nation. Donc un peuple dont les oreilles sont bouchées pour ne pas écouter l'écho des tam-tams de leurs ancêtres qui leur ont légué cet héritage. Les oreilles bouchées. Et bouchées par des pseudo-prédicateurs qui ont dit à l'homme congolais que ta nation est dans les ciels et bientôt tu vas partir. Donc tu n'as aucun intérêt de défendre le Congo. Tu es étranger au Congo. Ta nation, elle est céleste. Regardez maintenant, là où les dadis ont contribué à tuer la conscience de ce peuple-là. La raison pour laquelle, lorsque nous venons dans la masse, nous leur donnons une part de la responsabilité dans la destruction de la RDC. Et une grande responsabilité, tous ces pseudo-dadis-là. Nous avons une émission que nous allons consacrer aux dadis. Nous allons venir. Nous allons parler. Nous avons de la matière pour tous ces pseudo-dadis. Et nous n'allons pas danser votre musique-là, de l'inconscience. Non. Nous avons un État, une nation, et nous devrions défendre cet État et cette nation-là. Donc, comme je disais tantôt, un peuple dont les oreilles sont bouchées pour ne pas écouter les sons des tam-tams de leurs ancêtres, c'est-à-dire de l'interpellation de ceux-là qui les ont légués l'héritage.
Donc c'est le seul peuple qui fout la honte à leurs ancêtres. Le peuple congolais fait la honte. Il fout la honte. Donc là où les ancêtres du Congolais se reposent, ils continuent à pleurer de voir la nation congolaise sombrer. Donc ils se disent, c'est en vain, nous avons versé de notre sang pour léguer cette nation à ce peuple-là comme héritage. C'est en vain. Nous avons livré des combats farouches. Nous nous sommes sacrifiés pour donner à ce peuple-là l'héritage. Léguer les Congos à ce peuple-là, c'est la pire des hontes que nous avons reçues. C'est-à-dire que l'homme congolais a craché sur la mémoire de ses ancêtres. Et les ancêtres, je dis bien, je précise, qui les ont légués. Les ancêtres qui ont milité, qui ont lutté pour léguer l'héritage à l'homme congolais. L'homme congolais a craché sur la mémoire de ses ancêtres. L'homme congolais a craché sur l'héritage de ses ancêtres. Et les ancêtres du Congo pleurent. Et ils se disent, c'est en vain nous avons versé le sang pour laisser le Congo entre les mains des inconscients, entre les mains des inconscients, aveuglés par des pseudo-prédicateurs qui ne maîtrisent rien du tout, même dans la Bible. Rien du tout. La raison pour laquelle le pays va mal, et ils continuent à prier. Mais je vous donne ici, Jacques au chapitre 4, à partir du 3e verset. Que dit les Écritures de la Bible? Vous priez ou vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour les amoureux de la Bible, j'ai donné un cadeau. Jacques au chapitre 4, à partir du 3e verset. Vous priez ou vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ou vous priez mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal et vous demandez mal. Mais la question que nous allons vous poser ici, quel est donc l'impact de la prière de l'homme congolais pour la nation congolaise? Quel est donc l'impact de tous ces pseudo-dadis-là? Combien de stades n'ont-ils pas fait? Une bande de voleurs comme ça qui se réunissent pour sucer de l'argent du côté de la présidence. Combien de prières n'ont-ils pas fait ou organisées pour la nation congolaise? Qu'est-ce qui a changé? La dernière fois qu'ils ont organisé, ils ont été fouettés par la pluie. Fouettés par une pluie diluvienne. Chacun cherchait sa route. Quelle est la prière que ces gens-là n'ont-ils pas fait? Mais pour quel résultat? Bien aimé, à un moment donné, des personnes conscientes se posent la question, la raison pour laquelle j'ai donné ces versets. Donc, lorsqu'un pays, une nation, un peuple est appartenant à une nation, et que la conscience nationale n'existe plus, ce que nous avons en face de nous, un peuple ensorcelé. Excusez-moi de vous le dire, que les Congolais, dans l'ensemble, l'homme congolais est ensorcelé. Ça, c'est une vérité absolue. La nation congolaise est sous la sorcellerie. C'est-à-dire que le peuple congolais, c'est un peuple qui a été ensorcelé. Et c'est en quoi nous assistons aujourd'hui. Ce sont des effets de la sorcellerie. C'est en quoi nous assistons aujourd'hui. C'est l'impact même de la sorcellerie. Nous allons vous le démontrer. Parce que la sorcellerie n'est pas seulement dans la famille. La sorcellerie, ce n'est pas seulement ce que les dadis vous parlent. Mais il y a aussi une sorcellerie nationale. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Et le Congo est victime. L'homme congolais est victime de la sorcellerie nationale. C'est-à-dire l'ensemble de la population. Je dirais même 99% est sous
l'emprise de la sorcellerie, baigne dans la sorcellerie. Et il n'y a que 1% des personnes qui sont conscientes et qui agissent, mais l'ensemble de la nation est dans la sorcellerie. Retenez ce que je vous dis, que le Congo est sous l'emprise, c'est-à-dire que les Congolais sont ensorcelés. Ce n'est même pas que la nation est sous l'emprise, mais l'homme congolais lui-même est ensorcelé, c'est-à-dire la sorcellerie nationale. Les enfants qui naissent, ils naissent sous l'influence de la sorcellerie, c'est-à-dire ils naissent déjà ensorcelés. Les vieux qui sont là, ce sont de vieux sorciers. Parce que la première des choses, lorsqu'une personne est ensorcelée, c'est-à-dire cette personne perd d'abord sa conscience. Normal. Je parle d'abord de la sorcellerie à la manière africaine. Lorsqu'une personne est ensorcelée, la première des choses, il doit perdre d'abord sa conscience. La personne ne peut plus garder sa propre conscience. Pourquoi? Parce que il y a un autre esprit qui doit contrôler sa conscience. Il ne doit plus agir par rapport à sa conscience. Donc, il doit nager maintenant, baigner dans l'inconscience, ce qui lui permettrait de faire des choses qu'il n'a même pas pensé. Il fera des choses qu'il n'a même pas prévues. La raison pour laquelle nous avons l'habitude de dire Ndokizoba. Ndokizoba. Pourquoi Ndokizoba? Parce que lorsqu'on est ensorcelé, on perd premièrement la conscience. C'est-à-dire on nage maintenant dans l'inconscience. Et lorsqu'on est dans l'inconscience, on fait maintenant des choses qu'on n'a même pas prévues. Vous allez commettre des dégâts. Je parle de la sorcellerie à la manière de l'Afrique. Une sorcellerie nuisible qui te fait commettre des choses dont tu n'as même pas compris toi-même, dont tu ignores, mais tu le fais. Parce qu'il y a une force qui contrôle ta pensée, qui contrôle ton âme, qui contrôle ton âme. Et c'est comme ça que l'homme congolais est devenu ensorcelé. La raison pour laquelle vous allez remarquer. Vous verrez que les Congolais sont dans la misère. Mais ils ne revendiquent pas. Mais ils ne revendiquent pas. Un peuple appartenant à une nation. Ils sont dans la misère, dans un pays riche. Ils sont dans la misère. Je dis bien dans la misère. Dans un État, un pays riche, un pays plus riche au monde. Ce peuple-là ne manifeste pas. Les Congolais sont dans le chômage. Ils vivent en dessous même de la pauvreté. Pas dans la pauvreté, mais en dessous même de la pauvreté. Moins d'$1 par jour. Ce peuple-là ne revendique pas. Moins d'$1, en dessous même de la pauvreté. Ce peuple-là ne revendique pas. Les Congolais sont dans l'informel. Ils naissent et grandissent. Pas de boulot dans un pays riche. Ils ne connaissent pas de fiches de paye. Dans un pays riche, ils ne revendiquent pas. Les Congolais n'ont pas l'eau potable. Dans un pays riche, un pays entrecoupé par des fleuves, un pays entrecoupé par des fleuves comme dans Ésaïe au chapitre 11. Ce peuple-là ne revendique pas. Un peuple abandonné par son propre sort, alors qu'il y en a des dirigeants qui s'enrichissent avec le richesse de cette nation. Ce peuple-là ne manifeste pas. Un pays où les gens ils sont dans la souffrance, dans la famine, mais la première chose
où les jeunes se sont lancés. Parce que l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse, bien évidemment. Mais la jeunesse congolaise a pris un chemin aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Parmi les jeunes, s'il y en a aujourd'hui le plus grand soulard au Congo, ce sont des jeunes. Alors que lorsqu'on dit mieux vaut tard que jamais, ce sont des vieux. Mieux vaut tard que jamais, ce sont des vieux qui n'espèrent plus à rien. Ils n'attendent que la mort. Donc la seule chose pour se consoler, c'est la boisson. Mais des consommateurs les plus potentiels du Congo aujourd'hui, je ne parle pas d'autres pays. Je ne dis pas que tous les restes, les autres pays sont parfaits. Non, c'est quasiment la même chose. Hein. Mais là, il s'agit du Congo. Les consommateurs les plus potentiels de la boisson, de la bière, des liqueurs, des trucs bizarres, c'est l'homme congolais. La jeunesse est plongée dans la consommation abusive, d'alcool, des liqueurs, des trucs bizarres. Pendant ce temps, son avenir est sombre. Son avenir est sombre. Vous y trouverez des jeunes qui consomment la boisson à un niveau au cadre. Vous n'avez pas l'idée au Congo. Et pendant ce temps, son avenir est incertain, mais il ne revendique pas. Et lorsque nous pouvons citer tant d'autres, mais lorsque vous essayez de zoncher cette pensée, de réaliser tout ça, bien aimé, vous allez conclure que c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Avec tous les éléments que je vous ai cités, vous serez d'accord avec moi que nous avons en face de nous un peuple ensorcelé. Car un peuple ensorcelé, il ne peut pas défendre sa situation. Jamais. Il préfère aller, c'est-à-dire que s'enivrer. Il préfère faire des discours inutiles. Il préfère, c'est-à-dire cautionner son état. Il est dans la souffrance, il ne revendique pas. Alors que la richesse de cette nation-là l'appartient aussi. Donc un peuple inconscient à un niveau au cadre. Et cela veut dire, bien aimé, que c'est un peuple ensorcelé. Ça s'appelle de la sorcellerie nationale, où la conscience d'un peuple est déjà prise en otage. Une conscience prise en otage. Et ils ne peuvent plus revendiquer. Ils ne peuvent plus revendiquer. Donc chacun a choisi son camp. Les autres ont choisi l'église. D'autres ont choisi la boisson. D'autres ont choisi je ne sais pas moi, une distraction à un niveau au cadre. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, le pays va mal. Mais que fait la jeunesse? Bien aimé, ils se sont déjà scindés, je ne sais pas moi si c'est à 1000 morceaux. Chaque groupe se réunissant derrière des musiciens. Là où le pays va mal, tout ce que la jeunesse congolaise a compris, qu'il faut parler des musiciens, il faut disputer pour les musiciens. Ils sont capables de se faire du mal à cause des musiciens. Mais pendant que devant sous leurs yeux, la nation est en train de se fondre. Bien aimé, est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? Est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? La jeunesse, ça se disloque. Aujourd'hui, il y en a des musiciens qui ont formé, je ne sais pas moi, des milices. Des milices, je vous dis, des milices. Mais pendant ce temps, la nation va mal. Et cela ne dit absolument rien aux Congolais. Rien du tout. Dans leur bouche, ils confessent que nous souffrons. Lorsque vous regardez, et dans des émissions, il y a des micro-baladeurs, il y a le peuple qui parle en disant que non, nous sommes fatigués, nous souffrons. La bouche qui parle, mais il n'y a pas d'action. Ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas revendiquer. Non, c'est un peuple pris en otage, amorti, fini, ensorcelé. Voilà, il peut parler, c'est dit blablabla. Bla, bla, bla. Le chien aboie, la caravane passe. Il préfère disputer les trucs des musiciens.
pendant que le pays va mal, son problème, c'est d'avoir le billet pour assister dans un concert. Donc, il est un peuple déconnecté de la nation. Il y a une question que nous nous posons. Est-ce que les Congolais méritent-ils leur pays, les Congos? La raison pour laquelle d'autres peuples, ceux qui envient la RDC, lorsqu'ils regardent le comportement de l'homme congolais, ils concluent en disant que ce sont des étrangers au Congo. Donc, par conséquent, nous devions les chasser du Congo. Nous vous avons cité une situation ici de Che Guevara. Pour ceux-là qui ne se documentent pas, nous avons dit ceci. Lorsque Che Guevara était dans le maquis au Congo, pour révolutionner un peu l'esprit de l'homme congolais, mais Che Guevara s'est rendu compte qu'il était en face de personnes ensorcelées. Même le militaire congolais, c'est-à-dire que l'ensemble de la République, comment des personnes qui se plaignent de leur salaire, ils ne sont pas payés, mais dans leurs oreilles, ils entendent les salaires des autres personnes qui n'ont rien à foutre avec la nation, qui sont là rien que pour flatter les autorités, pour flatter soit le chef de l'État, pour flatter les institutions. En quête de postes, mais des militaires qui donnent de leur sang, qui ont accepté dans des moments pareils. Vous savez, moi j'ai dit, dans le moment où nous, c'est-à-dire ces moments où nous traversons, c'est un temps fort pour les Congos. Et dans des moments pareils, avoir en face de vous un jeune qui se lance dans l'armée, bien aimé, vous devriez le féliciter. Et ce qui me fait mal, c'est que pendant ce temps où le Congo va mal, mais le jeune pouvait aller peut-être se distraire comme les autres, ou bien chercher à quitter le Congo. Mais il y en a d'autres qui se lancent dans l'armée. Mais via tout ce qui se passe, croyez-vous qu'un jeune conscient peut se lancer dans l'armée? Croyez-vous qu'une personne consciente peut se lancer dans l'armée au Congo, où les militaires ne sont pas payés, où s'il meurt, même sa famille, même sa femme et ses enfants vont se retrouver dans la rue, soit dans la prostitution, soit dans les koulouna. Mais malgré ça, il y en a des gens qui rejoignent l'armée. Bien-aimés, vous devriez avoir beaucoup de compassion pour ces jeunes-là. Je vous jure. Ça me fait mal quand je regarde comme ça, je dis, mais attends, il y en a encore des personnes qui ont l'amour de leur nation, malgré tout ce qui se passe, malgré des conflits politiques. Parce que lorsqu'on intègre l'armée, déjà ils sont conscients qu'ils vont aller en guerre. Déjà, ils vont aller à l'Est, là où il y a des groupes armés. Et souvent, ce sont des jeunes qui n'ont rien comme expérience. Aussitôt quitter l'armée, fini la formation, direction Est. Direction Est. Direction Est. Des jeunes qui ont accepté de donner leur vie pour la nation. Ils sont mal payés, mal nourris. Mais bien aimé, si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qu'il y a encore? Si ce n'est pas la sorcellerie, parce qu'il y a une personne qui est mal payée. Nuit et jour, bien aimés, nous disent qu'ils ne sont pas bien payés. Mais pourquoi vous allez encore rejoindre l'armée? Pourquoi vous voulez vous enrôler? Vous allez mourir cadeau. Et puis, il n'y aura pas la reconnaissance de la nation. Vos femmes vont se retrouver dans la rue. Non. Mais ces gens-là ont l'amour de la nation. Ils veulent donner leur sang pour la nation. Alors que les députés,
Ils n'ont rien à donner, rien à proposer pour la nation. Au contraire, c'est les billets des banques. Ils veulent faire la pression au président de la République pour que le président augmente encore leur salaire. C'est comme ça, je dis chantage. Tu n'augmentes pas le salaire, nous quittons. Nous allons changer de cap. Donc, par conséquent, le président est pris en otage lui-même, obligé maintenant de jouer qu'avec les députés. Je vais augmenter votre salaire et les militaires ne seront pas payés. Ceux qui ont donné la nation et le sang pour la nation. Et même à ces gens-là, ils se plaignent, mais ils ne peuvent pas réagir. Ils continuent encore à aller. Mais attends, une personne normale, il va dire que non, moi, je ne suis pas bien payé, je ne vais pas aller. Je ne vais pas mourir cadeau. Non. On doit mourir pour une nation qui a la reconnaissance. Après moi, si je meurs, ma famille est à l'abri. Ils ne vont pas regretter de ma mort longtemps, non. Donc, comprenez déjà que c'est la sorcellerie bien-aimée de la nation. C'est la sorcellerie nationale, je vous parle la vérité. Je vous dis la vérité. Le Congo est ensorcelé. Les peuples congolais sont dans la sorcellerie. La première des choses est l'inconscience. Ils souffrent sur tous les niveaux, mais ils ne veulent pas revendiquer. Ils ont vu des révolutions dans tous les pays du monde. Ils ont vu comment est-ce que le peuple souverain a réagi. Et ils sont en train de regarder. Ils sont là en train de regarder. Ils disent non, nous acceptons notre sort. Nous acceptons notre souffrance. Nous n'allons pas réagir. Nous allons partir prier. C'est Jésus qui va venir pour délivrer les Congos, pour combattre pour nous. Vous entendrez longtemps. Vous entendrez longtemps. Voilà. Et quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que c'est la même pensée qu'avaient les Juifs de l'époque, selon la lecture de la Bible. Lorsqu'on leur parlait de Hamashiach, le Mashiachar, donc pour eux, ils disaient non, le Mashiachar ne peut pas venir, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Yeshua, il n'est pas le Mashiachar. Car lorsque le Mashiachar va venir, il va nous délivrer des jougs des Romains. Donc, pour être bien clair, c'est-à-dire lorsqu'on parle du Messie chez eux, pour eux, le Messie devrait venir pour les libérer. Pour les libérer des Romains. Donc, lorsque Yeshua était là, selon la Bible, et qu'il était présenté comme étant le Messie, donc il ne pouvait pas croire, dire non, non, non. Lorsque le Messie viendra, il viendra pour nous délivrer des jougs romaines. Regardez un peu la conception. Alors que le Messie était déjà là. Mais la mission était tout autre. Ce n'est pas la délivrance dont ils attendaient là. Non. Et c'est la même chose qui anime l'homme congolais aujourd'hui. Donc ils attendent Jésus pour venir et délivrer le Congo. Je vous ai dit ici, Dieu ne fera pas ce que vous êtes censé de faire. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. C'est dont vous êtes appelé à faire. Dieu ne le fera jamais à votre place. Donc ça ne sert à rien. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Et vous priez mal. Vous demandez mal. Quel est donc l'impact de tous les symposiums, de toutes les conférences, de tous les séminaires, des veillées de prière au stade organisé pour le Congo? Pour quel impact? Quel est donc l'impact? À l'heure où nous sommes en train de parler, le Congo est encerclé. Le Congo est encerclé par des armées. La nation est paralysée du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça, c'est devant les yeux de l'homme des peuples congolais. Il préfère aller boire. Il préfère aller discuter les trucs des musiciens et laisser les politiciens, le pays entre le mar de politiciens. Alors que le Congo vous appartient à vous tous. Le Congolais appartient à tous les Congolais. À tous les Congolais.
Mais voilà les consciences d'un peuple. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent rien comprendre. Quelqu'un qui dit que je souffre, mais il ne veut pas s'élever pour changer la situation. Nous avons dit ceci. Si toi, tu ne t'élèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Si déjà vos ancêtres peuvent pleurer et se plaindre pour dire que ça, c'est en vain, nous avons versé les sangs, pour léguer cet héritage à ce peuple inconscient, à combien plus forte raison le Dieu qui a donné cette nation à vos ancêtres, à combien plus forte raison Dieu lui-même, qui a donné à vos ancêtres cet héritage. Bien-aimés, prenez conscience. Prenez conscience. Vous priez ou vous demandez, mais vous ne recevez pas, car vous demandez mal. Où est donc l'impact de la prière dans la nation? Où est donc l'impact de la prière dans la nation? Bien-aimés, ne soyez pas esclaves de tous ces pseudo-prédicateurs-là qui ont bâti des édifices pour dire que notre Dieu est ici. Dieu, il n'est pas là-bas. Dieu, il n'est même pas là-bas. Il n'est pas dans des édifices là que vous voyez. Il n'est pas là-bas. Lorsque le temps où Myriam devrait accoucher arriva, selon l'illustration dans la Bible, ils sont allés partout. Il n'y avait pas de place. C'est-à-dire ils sont allés partout. Il n'y avait pas de place. Mais c'est dans une étable que cet enfant était né. Là où il n'y avait personne. Là où il y avait des témoins mais qui ne parlaient pas. Les moutons. Ça, c'est selon l'illustration de la Bible. Cela veut dire qu'il n'est pas dans les édifices que vous voyez. Il n'est pas né là-bas. Il n'est même pas. C'est-à-dire, ne soyez pas embrayés par la façade. Non, il a construit une église loin de là. Qui vous a dit que Dieu est là-bas? Donc, comme si Dieu serait un sans domicile, donc il attend que les gens construisent pour qu'ils viennent habiter là. Et tout ça pour endormir encore, étrangler encore ce peuple-là et le rendre inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces pseudo-prédicateurs, leur rôle, c'est d'ouvrir à des portes psychiques au travers de leur message et laisser la place à la sorcellerie, de bien hanter la population. Donc, ils ouvrent des portes psychiques au travers de leurs messages subliminaux et ils permettent à ce que la sorcellerie puisse hanter la population. Et nous avons une population ensorcelée qui ne peut pas revendiquer devant les injustices, qui ne peut pas dire non face à l'injustice, face aux tracasseries, qui ne peut pas dire non devant l'insécurité. Regardez le niveau de l'insécurité qui est aujourd'hui à Kinshasa, au Congo, et à Kinshasa en particulier. L'insécurité à outrance, à un niveau au cadre. Mais personne ne pourrait revendiquer. La jeunesse continue à se plaindre. Mais la sécurité bat les records. Même la police incapable de maîtriser les Kouloula. Incapable. Je vous dis que c'est la sorcellerie nationale. La sorcellerie nationale. Une catégorie de la population dans le Koulouna. Et ces jeunes-là, ils font la loi. Il y en a des quartiers qui se vident parce qu'ils ont peur des Koulouna et ils ne sont pas sécurisés. Mais on parle de la police dans une telle nation. On parle de la police qui est censée veiller sur la population et leurs biens. Mais c'est le contraire. Il y en a la population qui abandonne maintenant leurs biens. Si ce n'est pas la sorcellerie nationale, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie nationale, bien-aimé, c'est quoi? Prenez conscience, bien-aimé. Prenons conscience. Ne laissons pas les Congos partir comme ça.
Je vous ai dit ici que c'est le multinational ou bien les impérialistes, ceux qui en veulent le Congo, lorsqu'ils regardent le Congo, ils ne voient que des étrangers au Congo. Ils ne voient pas les Congolais. Parce que si les Congolais étaient là, les propriétaires de cette nation, si réellement vous étiez là, vous allez manifester, vous allez réagir, vous allez riposter face aux attaques, vous allez défendre la patrie, vous allez défendre la nation. Mais dès lors que vous êtes incapable de le faire, ou bien vous ne le faites pas, ce qui fait de vous soit des complices, soit des étrangers. C'est-à-dire que vous avez une autre nation dont le Congo ne vous appartient pas. C'est une nation de transit. Je disais ici tantôt que Che Guevara a dit que le Congo représente est comme un paradis. Le Congo, c'est le paradis. Et si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé de sa nation. Ça, c'est la parole de Che Guevara. Il dit, si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé de sa nation, loin de sa nation. Cela veut dire, ils veulent faire des Congolais l'étranger dans sa propre nation. Au moment où tu te lances dans la boisson. Au moment où tu t'es lancé dans mieux vaut tard que jamais, il y en a les ennemis de la République qui sont à l'étranger en train de se préparer. Et ils viendront comme étant des Congolais. C'est-à-dire, regardez comment est-ce qu'on remplace un peuple par un autre peuple. Donc, le Congo va subir le grand remplacement du 21e siècle si l'on ne fait pas attention. S'il y avait réellement des hommes de Dieu, la sorcellerie ne devrait pas avoir lieu au Congo ou sa place dans la conscience de l'homme congolais. Je peux vous donner ici le livre des Juges au chapitre 10, à partir du 14e verset. Juges au chapitre 10, à partir du 14e verset. Selon l'illustration de la Bible, Dieu y parle. Selon la Bible, il dit quoi? Allez invoquer n'importe quel Dieu que vous avez choisi. Je paraphrase. Hein? Invoquez le Dieu que vous avez choisi et vous verrez. Il dit, je verrai si vous serez délivrés. Mais c'est ce qui arrive au Congo. Un panoplie de dieux partout. Le Congo est sous la domination, sous l'emprise. Il y a presque des dieux partout au Congo. Dans chaque province, vous trouverez des dieux. Dans chaque ville, vous trouverez des dieux. Les gens, ils prient, ils font des jeûnes. J'avais dit ici, c'est la seule nation où vous trouverez les gens en plein 21e siècle faire des jeûnes et des prières. Des 40 jours, des 100 jours même. Il y a une femme là, on appelle Maman 100 jours. Il fait des jeûnes. C'est-à-dire que il n'y a pas deux au monde, deux nations comme le Congo, où les gens font des jeûnes et prières en outrance. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas de comparables en RDC, où les gens ont des montagnes même pour aller prier. Mangengenge, Luzizi là, et l'autre là, je ne sais pas moi quoi. C'est-à-dire qu'il y en a même des sites uniquement pour prier. Et pire encore, il y en a maintenant des embuscades dans des sites de la prière. Donc il n'y en a même pas des anges pour sécuriser les sites. À telle enseigne qu'il y en a maintenant des camps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a des sites dont les gens ils ne vont plus. Pourquoi? Il y a eu tellement de crimes. Il y en a même des gens qui ont trouvé la mort. Je connais quelqu'un personnellement qui a été tabassé quelque part dans des montagnes là où ils vont prier. Tabassé. C'est-à-dire qu'ils quittent la ville pour aller s'éloigner un peu. Comme Jean-Baptiste au désert. Mais il a été tabassé. Et on se pose la question, est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit d'aller prier? Donc il n'y en a même pas la présence des anges pour sécuriser les lieux. Il n'y en a même pas. Donc regardez un peu. Il y a des dieux partout. Quelle est cette nation où il y a même des dieux qui vivent en chair et en os? On peut les voir comme ça. Mais rien ne change au Congo RDC. Rien. Et vous ne voulez pas comprendre que nous prions mal. Nous demandons mal. Ressaisissons-nous un peu. C'est la sorcellerie qui travaille. C'est la sorcellerie qui agit.
D'autant plus que nous sommes incapables de riposter, de réagir, de faire comme les autres. Il y en a des peuples qui se révolutionnent. Nous regardons ça comme des spectacles et nous dormons. Il dit non, je préfère boire que sortir dehors. Je préfère boire. Alors qu'il n'a même pas le pain pour mettre sous la dent. Voilà la souffrance à coller même à la peau. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, les Congolais, ils sont complices de leur souffrance. Et c'est ce que moi j'appelle la sorcellerie nationale. Donc, personne ne pourra poser un démenti. Personne. Personne ne pourra poser un démenti. Voilà ce que nous sommes en train de dire là. C'est sérieux, bien aimé. Dans une nation où il y en a des dieux partout. Mais ils sont tous incapables. Incapables de délivrer la RDC. Incapables de sauver le Congo. Incapables d'engloutir même les ennemis de la RDC. Incapables. Mais à un moment donné, réveillez. Moi, je dis ceci. Dieu dit dans la parole, sinon dans la Bible. Ce n'est pas moi, vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, par conséquent, moi, je dis ceci. Ce n'est pas moi qui avais choisi Dieu. Donc, c'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, comme c'est lui qui m'a choisi, donc c'est lui qui m'a envié, c'est lui qui est venu vers moi. Donc, dès qu'il y a un ça ne va pas, moi, j'ai de quoi maintenant à poser les problèmes. Parce que c'est toi qui es venu me chercher. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que nous parlons ici dans la mat officielle. Voilà. Donc, on doit se poser la question. Comment dans une nation où il y en a des dieux partout, il y a même des dieux qu'on peut voir physiquement comme ça. Tu demandes, tu dirais que non, lui, il est Dieu. C'est lui qui vous a créé, mais seulement vous ne voulez pas comprendre. Seulement vous ne voulez pas l'écouter. Mais il y en a même des dieux partout. Mais comment les pays sombrent comme ça? Bon, les gens, ils prient. Bon, on prie tous les jours. On prie, on prie. Mais attends. Même les apôtres dans la Bible ont demandé à Yeshua. Il dit, montre-nous comment prier. Donc, cela veut dire qu'ils ont eu même peur d'avoir de prier mal. Ils ont dit, montre-nous comment prier. Il dit, voici comment vous devriez prier. Maintenant, ici, dans Jacques, il dit, vous priez mal. Mais est-ce que les Congolais peuvent se dire aussi qu'ils prient mal? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas se dire que non, ils prient mal? Peut-être vous attendez à ce que Jésus vienne faire ce dont vous êtes appelés à faire. Mais il ne viendra pas. C'est-à-dire que vous allez souffrir longtemps, jusqu'à perdre la nation, jusqu'à être remplacé, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Mon peuple périt parce qu'il manque à la connaissance. Donc, vous n'avez pas la connaissance de votre pays, le Congo. Vous n'avez pas la connaissance qu'il y a un plan contre la nation congolaise. Vous n'avez pas la connaissance que si vous ne faites pas attention, vous serez des étrangers au Congo. Donc, si vous ne comprenez pas tout ça là, bien aimé, c'est que votre propre personnalité s'est volatilisée. Votre propre personnalité s'est volatilisée. Voilà. Votre propre personnalité s'est volatilisée. C'est ce que vous devriez comprendre. Voilà. Bien aimé, nous allons balancer encore une autre vidéo. Une vidéo autant pour moi, excusez-moi. Nous allons balancer une vidéo. Et cette fois-ci, nous allons atterrir un peu en pleine politique pour évoquer un élément. Il s'agit ici de notre grand frère, notre vieux que nous avons beaucoup soutenu pendant son incarcération. Il a été incarcéré 3 ans presque en tôle et nous avons tous compatis. Il s'agit ici de M. Barnabé Milingani. Notre grand frère, nous ne comprenons plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il a été coffré pendant 3 ans pour avoir dit que le président Tshisekedi a Koliambouma.
Les gens l'ont soutenu de près ou de loin. Nous avons multiplié les vidéos dans le but de contredire la justice, de critiquer la justice que le président lui-même a taxé des malades. Nous avons fait des vidéos pour critiquer cette justice-là qui a condamné ces messieurs. Car c'est-à-dire que l'arrestation de ces messieurs a jeté la honte, le discrédit dans la vie de l'intellectuel congolais. L'arrestation de M. Barnabé a jeté le discrédit c'est-à-dire dans le domaine intellectuel, dans la justice même du Congo, dans les droits. Parce que depuis quand on peut condamner quelqu'un sur base de l'argot, des langages un peu que nous appelons des quinoiseries. Donc c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui peut utiliser le langage que nous appelons aujourd'hui le languila, qui est toujours quinoiserie. Donc vous utilisez un langage dans le languila, après la justice vous interpelle et après on vous fout en tôle. Donc ça, c'est jeter, c'est cracher sur l'intellectuel, le mémoire intellectuel même congolais. Parce que la justice ne peut en aucun cas s'en saisir des langages de la rue ou bien d'un largot pour condamner quelqu'un. C'est-à-dire nous avons présenté ça devant le monde. Et jusqu'à maintenant, nous avons du mal à croire encore à l'intellectuel congolais jusqu'à ce qu'ils vont nous démontrer par quelle manière la loi peut-elle adopter le langage de la rue pour condamner quelqu'un. Quand bien même nous connaissons le sens, parce que mais c'est la rue. Au Koliambouma, il y a deux façons d'en parler. Le même Mbouma là, ça parle aussi de donner les coups. Non, Tambouson Mbouma, les Kinois le disent. On sait que non, c'est-à-dire il va donner des coups. Au Koliambouma, on connaît aussi les cadres. C'est-à-dire là, il s'agit maintenant de fusillade. Mais comme c'est un largot, comme c'est des kikinoiseries, la justice ne peut en aucun cas s'en saisir d'un dossier pareil. Donc, M. Barnabé connaissait ça. La raison pour laquelle il a dit à William Bouma, quand bien même nous savons que ce que cela veut dire, mais d'autant plus que cela ne peut en aucun cas cohabiter avec la juridiction ou la loi. Donc, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas l'appréhender. Mais c'est pour la première fois que nous puissions assister à des choses. Donc, par conséquent, le président avait raison de dire que la justice est malade. Et nous avons multiplié les vidéos. C'est parce que ce monsieur Barnabé condamnait Félix Tshisekedi à tout moment, jusqu'à dire qu'à William Bouma, on l'a foutu en tôle. Nous avons même nous l'avons soutenu dans des vidéos par rapport à l'application de la justice dans cette affaire, par rapport à cette condamnation. Donc là, il faudrait maintenant faire parler la matière grise. Et nous avons exposé les problèmes. Mais comme si quelque chose, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé? M. Barnabé sort de la prison. Il est rentré en prison pour avoir offensé le chef de l'État. Imputation dommageable. Tout ce que vous connaissez là. Il a été mis en prison. Il sort de la prison. Le langage de M. Barnabé change. Il commence maintenant à glorifier Félix Tshisekedi, Fachi Béton. Il commence maintenant à jeter des fleurs sur le président Félix Tshisekedi. Et la question que nous nous posons ici, est-ce la flatterie ou bien M. Barnabé est réellement sincère dans tout ce qu'il est en train de dire? Est-ce parce qu'il a été dans le centre de rééducation qu'on lui a maintenant appris comment il doit glorifier le président?
ou bien c'est le fruit réellement de la conviction, de sa propre conviction. Comment quelqu'un qui est entré en taule pour avoir critiqué le président, parce qu'il le faisait tous les jours, il critique le président Tshisekedi. Il n'a pas cru avant la prison. M. Barnabé ne croyait pas à la gestion de Tshisekedi. Mais depuis quand, après la prison, M. Barnabé croit maintenant au président Tshisekedi. Donc là où le président lui-même est assis, il se dit, mais attends, le monsieur là me prend pour un enfant ou quoi? C'est-à-dire non. Une manière de flatter qui ne dit pas son nom. Même les gens qui sont autour du président Félix, ils vont dire non, monsieur le président, Barnabé, il est en train de vous flatter. Il est en train de vous flatter. C'est un kabiliste. Il est nanani nanana. C'est tout ce qu'ils diront de vous, monsieur Barnabé. Donc regardez un peu cette vidéo. Après, nous allons, c'est sur cette vidéo que nous allons finir. Regardez un peu ça. Regardez un peu cette vidéo. Bon, tous ces gens-là que tu peux citer là, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Boubier. Est-ce que le Rwanda n'est pas asphalté? Mais pourquoi on peut être aussi con comme ça? Une question aussi facile à régler. Vous voulez mettre votre extrémisme là-dedans. Est-ce que être pro-Rwanda, c'est un problème? Très bien. Parce que nous avons 9 pays limitrophes. Ouais. Est-ce que être pro-Burundi, c'est facile? S'il vous plaît. Non, être pro-Burundi, c'est bon? Ah, bon, vous savez, ça devient sensible. Pro-Ouganda, c'est bon? Pro-Ouganda, c'est bon? Excusez Barnabé Bilinganou, ça devient sensible parce que c'est le Rwanda. Le Rwanda est réputé agresseur. Tu connais le nombre pro-rwandais sonne mal dans les oreilles des Congolais. Vous, parce qu'on vous a jamais dit le conflit des Ougandais en est de ça tué combien? J'ai une question pour ça. Le conflit des Ougandais a tué combien? Là où il y avait Bemba. Ouais, on va y revenir. Mais il est en Amongo comme toi, non? Bemba n'est pas en Amongo. Non. Il est soudanais, lui, il n'est pas en Amongo, il est soudanais. Il est soudanais? Ouais. Bemba est soudanais? Oui, parce qu'au Congo, tu penses qu'il n'y a que des Bantous. Il est soudanais, il n'est pas Mongo, il n'est pas Bantou. Comme toi. Lui, il est soudanais. Bon, je comprends. Mais l'Ouganda a tué combien? Très bien. On a même gagné un procès pour ça. Ouais. C'est ça l'origine du conflit. Non, un instant. L'Ouganda nous devait combien? Beaucoup de milliards. Tshisekedi a négocié ça à 650 millions. C'est descendu à 250 qui devrait être transformé par une route. Qui n'a pas été construite. Non, mais c'est la route là qui devait partir. Un problème, hein? Oh, mais c'est cette route là qui devait partir de Kassili, Beni, Mambasa vers Kisangani. C'est celle-là qui a créé le M23. Parce que les cimetières là, c'est derrière l'Unikis. Les 660 personnes tuées par les Ougandais. Très bien. Merci beaucoup, Barnabé Bilinganou. Mais vous demandez à Félix... Est-ce que être pro-Brazzaville, c'est bien? Près l'Angola, c'est bon? Je ne réponds pas aux questions des invités quand même, non? Non, j'ai raison. J'ai réfléchi. Ouais. Moi-même, j'ai réfléchi. On va finir avec cette problématique. Est-ce que vous pensez qu'autour de Félix, il n'y a pas de pro-rwandais? Des Congolais pro-rwandais qui peuvent recevoir cette mission et les faire mieux que vous? Qui sont aussi originaires du Kivu? Bon, il a travaillé pendant les 5 ans, il n'a pas travaillé avec les Barega. S'il peut travailler avec un Mourega aujourd'hui, je crois que ça peut aller. Très bien. Merci beaucoup. Barnabé Bilinganou avec nous sur Télénews. C'est l'invité des partis locaux. On va finir avec cette question de l'Est. Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà été au Rwanda? Comment est-ce qu'on peut être de l'Est sans être au Rwanda? On traverse comment pour aller à l'Océan? Vous personnellement? Mais oui! Oui. Pendant combien de temps? Être au Rwanda, vivre au Rwanda? Non, mais c'est notre transit. On traverse par là. Vous pensez que pour aller en Europe, là, les gens de Bukavu, avant qu'on installe Rwanda et Éthiopiens atterrissent à Goma, pour aller en Europe, on allait par où? C'est par Kamembe, non? Très bien, merci. Est-ce que vous connaissez Paul Kagame? Je l'ai vu au 7e anniversaire du génocide. Je suis parmi les rares cadres du RCD qui ont rencontré Kagame comme ça. Ils sont rares. Vous l'avez rencontré à combien de reprises? Non, une seule fois, au 7e anniversaire du génocide. Vous avez discuté avec lui? Non, on ne peut pas. Kagame ne rencontre pas les Congolais. Même les chefs rebelles, à l'époque, AFDEL, RCD, Kagame ne rencontre pas les Congolais, il sait que nous sommes versatiles, on ne respecte pas la parole. Très bien. Kagame, il est vraiment trop distant. Très bien. Mais est-ce que le connaître, pas en termes de les rencontrer, mais vous l'avez quand même étudié? Beaucoup. Je connais beaucoup de lui. Comment vous décrivez Paul Kagame? Un homme bien, ça peut te surprendre. Il est issu d'une famille de 4 enfants. Il avait un grand frère qui est mort. Il a ses 2 grandes sœurs. Lui, il est le cadet. Tu sais que je peux énerver beaucoup de gens. Ouais, allez-y. Si je parle de Kagame.
Il a fait quelles études? Non, il est spécialiste en renseignement militaire. Hein. C'est si chez vous, vous avez besoin de diplôme. Vous perdez beaucoup de temps sur le banc de l'école. Et tu peux avoir un doctorat en économie. On te fait de toi ministre de l'économie, mais tu ne baisses pas les taux de charge. L'économie n'est pas stable. Très bien. Est-ce qu'il est bon président pour les Rwandais? Mais est-ce que tu peux t'imaginer que tu reprends un pays inexistant? Est-ce que vous comprenez quand j'ai dit un pays inexistant, le génocide? J'ai vécu un événement, excusez-moi de te le dire, le massacre de Gatumba, 13 août 2004. C'est là que j'ai compris Kagame. Robert, vice-président de la République, il va négocier le retour des réfugiés burundais. Des réfugiés Banyamulenge congolais qui étaient au Burundi, qui devraient regagner les Minembwe. On les loge à la frontière, à Gatumba. Et la nuit, on les massacre. Et quand on commence, on l'appelle au téléphone. Il a suivi au téléphone de 23h à 5h, comment est-ce qu'au fusillé, on massacrait ses propres frères. Et il a accepté de revenir dans les institutions. Il faut être sérieux pour comprendre ça. Quand tu es tes propres frères, du sang, cousin, cousine. Ça, c'est Kagame. Non, ça, c'est Rubero. Rubero, oui. Les génocides, là, il faut lire Dallaire. J'ai saisi La main du diable. C'est un livre écrit par celui qui a dirigé les forces de l'ONU, les Canadiens Dallaire. Tu vas comprendre les génocides, c'est quoi? Lorsque tu perds près d'1 million de ta tribu et tu redeviens chef de l'État, tu asphaltes, tu réconcilies le peuple. C'est ça qu'on attend ici. Très bien. Non. Elie Samano, le prophète, a dit le plus grand défi pour le second mandat du chef de l'État, c'est de réunifier les Congolais. Pas ce que Eliezer est en train de dire. Très bien. Mettez un point. Vous venez de décrire Kagame. Je suis parmi les Congolais qui ont le souci d'étudier Kagame, de les comprendre. Comprendre qui il est, il a fait quelles études, comprendre ses agissements, il aime quel genre de femme, il boit quel genre de bière, de whisky, quels sont ses divertissements préférés. Donc, bref, étudier Kagame. Nous, les Congolais, on n'a pas cette culture d'étudier les gens. Parce que Kagame est présenté chez nous comme l'agresseur. C'est ma spécialité. Comme quelqu'un qui est au-dessus du Congo. C'est ma spécialité. Et moi, je me soucie de l'étudier. Moi, je suis un bibliographe. Vous venez de sortir beaucoup d'éléments sur Kagame. Il aime le tennis. Voilà. Mais en face de Kagame, est-ce qu'il y a du répondant à la hauteur de ce que lui est? C'est une question codée. Tu n'as pas parlé de son père. Le père de Kagame. Demande à d'autres qui n'étaient pas des pères de Kagame. Voilà, on aura le temps dans un autre chapitre. Quand vous allez nous accorder une deuxième intervention. Est-ce qu'il y a du répondant? Oui, il y a par rapport au leadership congolais. On ne va pas aller dans la cité Bakomo Ningezalaka. Non, il y a du répondant. Pour ne pas tomber dans les sensibilités. Est-ce qu'il y a du répondant? Oui, il y a du répondant. Pour mettre en place des politiques cohérentes et trouver des solutions au piège qui nous a été tendu par Kagame. Il y a du répondant. Il y a du répondant. Oui. Mais ça fait aujourd'hui plus de 2 décennies que Kagame nous domine. Est-ce que tu comprends? Comment on peut dire aux Congolais aujourd'hui qu'il y a du répondant alors que nous sommes incapables de trouver des solutions? Parce que vos problèmes qui nous sont posés par Kagame. Voilà. Mais nous serons obligés de mettre un point sur cette vidéo, elle est un peu longue. Donc pour ceux-là qui ont suivi cette interview, voilà, il a été l'invité de notre frère Patrick Lokala. Vous avez vous-même vu, entendu, suivi et étonné comme tout le monde. Ça fait aujourd'hui une deuxième sortie médiatique. Je ne sais pas, il en a fait déjà autant. Mais pour moi, jusqu'à là, j'ai remarqué déjà 2 sorties médiatiques que notre grand frère Barnabé a fait. 2 sorties qu'il a accomplies là. Et c'était une catastrophe. Autrefois, c'était avec Jean-Pierre Kayembe, où il a filmé au effort en disant qu'il est Louba.
comment dirait, les Banyamulenge, ce sont les Luba. Donc, lorsque les Nyamulenge, ils parlent, et les Luba, ils s'entendent. Je me pose la question si M. Barnabé est réellement un vrai Congolais. Quand je parle Congolais, cela veut dire qu'il y a eu des ancêtres dont le cordon ombilical est enterré au Congo. Qu'il y a eu des ancêtres congolais. Pas les gens qui sont venus d'ailleurs. Après, il est né au Congo. Non. Et on se pose la question. Pour ceux-là qui ont suivi l'émission qu'il a eu à faire avec Jean-Pierre Kayembe, il a dit des choses comme ça. Que les Luba seraient des Rwandais qu'on appelle aujourd'hui des Nyamulenge. Que lorsqu'ils parlent à Kinyarwanda, les Luba peuvent bien comprendre cela. Il a persuadé M. Kayembe à croire à ce qu'il disait. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui encore, sous l'invitation de M. Patrick Ilokala, vous avez vous-même suivi. Il dit, c'est-à-dire que pour lui, Kagame, c'est un Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'il donne des éloges. Nous savons tous que chaque personne a des défauts et qualités. Mais à ce qui concerne Kagame, ses qualités n'est pas connues. Et tout ce que nous pouvons parler, un homme inconscient qui peut parler de Kagame aujourd'hui, il ne peut que parler de ses défauts. Peut-être les bons côtés de Kagame, c'est pour Kagame et sa femme à la maison. C'est pour M. Kagame et puis la population rwandaise. Mais les bons côtés de M. Kagame n'est pas pour le Congo. Il n'a jamais manifesté les bons côtés pour le Congo. Le preuve, il est au centre de tous les malheurs. C'est-à-dire c'est au travers de M. Kagame que le multinational, les impérialistes traversent. Il est les ponts qui permettent à ce que les impérialistes détruisent les Congo. Donc, lorsqu'on peut parler de M. Kagame, quelle est la qualité qu'on peut présenter devant tout le monde? Mais nous ne comprenons rien. Lorsque M. Bardame prend la parole, c'est pour glorifier Kagame. Et jusque-là, personne ne dit mot. Personne ne dit quelque chose. Mais je suis en train de dire que petit à petit, il y en a une catégorie de personnes qui se sont mises en œuvre dans le but de nous imposer une vision, de nous imposer un peuple, de nous imposer une réalité. C'est-à-dire d'enfouir dans notre cerveau, que vous le voulez ou pas, vous deviez l'accepter. C'est-à-dire on nous impose à quelque chose, de gré ou de force. Est-ce qu'un Congolais digne de ce nom, dont les frères sont en train de fuir en forêt, dont les mamans sont violées, s'ils ont réellement des familles aussi là-bas, est-ce qu'une personne, une telle personne, peut-il glorifier Kagame? Peut-il donner des éloges à Kagame? Peut-il parler d'un bon côté? Est-ce qu'il y a-t-il pour nous les Congolais, pour un Congolais, y a-t-il un bon côté de Kagame? Parce qu'il a accepté d'être un cheval de Troie. Il a accepté d'être le pont pour permettre aux ennemis du Congo d'infliger un châtiment, d'infliger la douleur au Congo et aux Congolais. À une telle personne, peut-on passer à la télé pour donner des éloges, pour glorifier une telle personne? Si ce n'est pas la complicité, si ce n'est pas de l'infiltration, qu'est-ce que cela veut dire? Nous posons seulement des problèmes. Quitte à vous de réfléchir par rapport à cela. Les bons côtés de Kagame, c'est par rapport aux Rwandais et au Rwanda. Parce qu'ils tuent au Congo pour les Rwandais.
Il est soutenu par des multinationales, soutenu par des impérialistes. Il bénéficie des butins de guerre. Et il fait l'honneur de sa nation. Pour les Rwandais qui se retrouvent, c'est que M. Kagame doit vivre éternellement pour des Rwandais qui se retrouvent. Parce que tout ce que lui fait, c'est pour les Rwandais. Mais quel est l'intérêt de celui qui s'est dit congolais, glorifier M. Kagame? Quel est l'intérêt pour celui qui s'est dit fils du Congo? Et pire encore, natif de l'Est, là où il y a plus d'atrocités, de crimes, glorifier Kagame devant tout le monde. Et jusque-là, personne ne comprend ce qui se passe. Vous avez vu M. Barnabé. Il a dit que Jean-Pierre Bemba, c'est un Ougandais. Il n'a même pas dit serré. Il dit c'est un Soudanais. Des affirmations graves. Nous disons ceci. De toutes les façons, Bemba, il est ministre de la Défense. S'il trouve qu'il a été offensé, imputation dommageable, tout ce que vous connaissez là, il peut porter plainte. Si ce que M. Barnabé dit aussi est faux, je crois qu'il doit porter plainte contre M. Barnabé. Parce qu'il a été object, c'est-à-dire qu'il a été direct. Ils disent que Bemba c'est un Soudanais. Alors que nous savons que par rapport à ses racines, c'est portugo-congolais. Portugo-congolaise par rapport à ses racines. C'est portugo-congolaise. Portugal, je crois, du côté de son père et Congo du côté de sa maman. Mais voilà une révélation qui nous tombe dessus, que Bemba, ce n'est même pas serré. C'est un Soudanais. Mais il est la ministre de la Défense. Donc, il doit peut-être porter plainte. Peut-être, oh, l'outrage. Mais voilà, si cela est faux. Mais si cela est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nation? Que pourrions-nous dire de la RDC? N'est-ce pas un pays infiltré? N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dirigés par les nôtres. N'est-ce pas la raison qui fait en sorte que cette nation soit toujours dans les chaos? Parce que ceux qui les dirigent ne sont pas fils de cette nation-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en aucun cas ressentir l'écho de l'âme de leurs ancêtres. Ils ne peuvent en aucun cas ressentir l'écho des leçons des tam-tams de leurs ancêtres qui ont légué cet héritage. Au contraire, ils sont en mission pour neutraliser, briser cet héritage, ravir cet héritage auprès des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont-ils pas pris en otage en écoutant des propos pareils? Mais réveillez-vous, peuple congolais. Voilà, nous posons les problèmes ici. Nous posons les problèmes. Quitte à vous maintenant de comprendre le sens. Quitte à vous maintenant de réfléchir. Mais nous disons ceci. Nous allons sonner de la trompette. Nous allons sonner de la trompette. Même dans votre plus profond sommeil. Vous allez vous réveiller. Vous entendrez le son de la trompette qui retentit dans votre âme, qui retentit dans votre esprit. Même ceux qui sont dans la tombe, ils entendront le son et ils sortiront de leur tombeau. Je dis bien, ils sortiront de leur tombeau. Et toute la scène va changer. Un seul jour a suffi. Et ce jour-là arrive. Nous allons toujours croire à cela. Elle arrive incertainement. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Plein succès. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Nous vous attendons à bras ouverts. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis.
Merci beaucoup.